sommaire de cette édition au Mali, l'imam Mahmoud Dicko, le chef de file de la contestation en cours contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, a appelé à manifester contre le pouvoir vendredi. La famille du juge Nyani s'est exprimée sur le rapport d'autopsie rendu public par le ministère de la Justice. Elle rejette la thèse selon laquelle il serait mort d'une hémorragie suite à des coups qu'il aurait reçus. Et puis Cyril Ramaphosa, le président de l'Union africaine, a appelé à une grande solidarité Afrique-Chine dans la lutte contre la Covid-19. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Au Mali, l'imam Mahmoud Dicko, le chef de file de la contestation en cours contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, a appelé à manifester contre le pouvoir demain vendredi. Ceci malgré les signes d'ouverture émis par le chef de l'État. Accusant le président Ibrahim Boubacar Keïta de n'avoir pas entendu le message des dizaines de milliers de personnes descendues dans la rue le 5 juin dernier à Bamako, l'imam Dicko a appelé à manifester vendredi. L'appel de l'imam Dicko intervient alors que le chef de l'État a annoncé ce mardi des discussions en vue d'un gouvernement d'union nationale et laissé la porte ouverte à une dissolution du Parlement. Ibrahim Boubacar Keïta a exprimé sa volonté d'apaisement. Ils ont opposé tout le peuple. C'est ça la méthode, c'est ça la gouvernance en cours. Opposer les gens, les uns contre les autres. On va à la soirée. Qu'il plaise à Dieu, nous nous remettons à lui, le Tout-Puissant, Maître des cieux, l'Omnipotent, que Dieu nous assiste pour le rassemblement de ce vendredi dans la paix. Que cela soit le rassemblement des rassemblements. Ce vendredi, ce rassemblement sera l'un des plus grands. Il y a 12 jours, ce mouvement qui a pris depuis le nom du 5 juin avait réclamé la démission du président dans les rues de la capitale. Figure dominante d'une coalition hétéroclite qui s'est forgée contre le chef de l'État, l'imam Dicko ne réclame pas lui-même publiquement la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'est à nouveau dit prêt au dialogue avec tout le monde jusqu'à ce que les préoccupations des Maliens soient satisfaites. Au Malawi, le principal leader de l'opposition, Lazarus Chakwera, est confiant de pouvoir remporter les prochaines élections présidentielles. Un nouveau scrutin qui a été ordonné par la Cour constitutionnelle du Malawi suite à l'annulation pour fraude de l'élection présidentielle de 2019. On le suit. Les gens veulent du changement. Ils exigent un changement et nous considèrent comme le symbole du changement. Ils nous voient comme le symbole d'un nouveau Malawi que nous pouvons tous construire ensemble et nous sommes donc extrêmement confiants. Sortez et allez voter. Le changement que vous attendiez est à portée de main. Cela dépendra de votre vote et c'est votre meilleure arme pour vraiment donner un nouveau souffle au Malawi. Nous pouvons réinitialiser le programme de développement de cette nation et construire ensemble un nouveau Malawi. Cette fois-ci, nous sommes confiants que cette élection sera traitée avec l'intégrité qu'elle mérite, car elle exprime la volonté des Malawites. Les Malawites doivent être respectés, leurs droits doivent être respectés. La question n'est pas de savoir qui compte les votes, mais de faire en sorte que chaque vote compte. J'espère que la commission électorale prendra les dispositions nécessaires pour que les gens puissent voter, qu'il y aura des dispositifs de désinfection et des masques et qu'ils respecteront la distanciation sociale. Et je suis presque sûr que cela fait partie des préparatifs. En Tanzanie, le président John Magufuli sera candidat à sa réélection lors des élections générales prévues en octobre prochain. Alors que la date exacte du scrutin n'a pas encore été fixée, le chef de l'État s'est fait remettre ce mercredi les formulaires de candidature à l'investiture de son parti.
Le président tanzanien John Magufuli a indiqué mercredi qu'il serait candidat à sa réélection lors des élections générales prévues en octobre, après un premier mandat caractérisé par la restriction des libertés publiques. Le chef de l'État élu en octobre 2015 s'est fait remettre ce mercredi les formulaires de candidature à l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle prévue en octobre, mais dont la date exacte n'a pas encore été fixée. Depuis le siège du parti au pouvoir, le CCM, dans la capitale administrative Dodoma, le président a déclaré à la presse qu'il a la responsabilité de promouvoir le programme de son parti pour un nouveau quinquennat 2020-2025. Mardi, conformément à la Constitution, le chef de l'État a dissous le Parlement en vue des prochaines élections en promettant qu'elles seraient libres et équitables. Les élections d'octobre pourraient se dérouler dans un contexte d'épidémie de Covid-19 dans le pays. Après avoir arrêté de diffuser des statistiques sur le nombre de cas fin avril, le chef du gouvernement a affirmé cette semaine devant le Parlement que le pays ne comptait plus que 66 cas actifs en milieu hospitalier. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, la famille du juge Nyanyi a rejeté les résultats des autopsies. Le ministre congolais de la Justice avait, rappelons-le, annoncé que le juge est décédé d'une hémorragie résultant d'un traumatisme crânien. La famille du juge Raphaël Nyanyi s'est exprimée sur le rapport d'autopsie rendu public par le ministère de la Justice. Pour elle, la vérité n'est pas encore dite au sujet de la disparition du magistrat qui présidait le procès de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président congolais, poursuivi pour détournement de fonds. Dans un premier temps, les membres de la famille du juge Nyanyi ont déploré le fait d'avoir été informés comme tout le monde, c'est-à-dire à travers les médias, alors qu'ils s'étaient préalablement entendus avec les autorités pour avoir la primeur de l'information relative aux résultats de l'autopsie. Surtout que l'initiative de la demande d'exécution de la dite autopsie a été prise dès le départ par eux qui avaient saisi le parquet à cet effet et formalisé la demande. Ensuite, ils rejettent d'emblée la thèse du décès à la suite d'un traumatisme crânien. La famille explique que le juge était toujours accompagné d'un chauffeur et d'un garde du corps, rendant cette thèse soutenue par les autorités peu crédible. Selon Patrick Chomba, le frère de la victime, la piste d'un empoisonnement n'est pas à écarter. Le juge, quand il est mort, immédiatement son ventre était ballonné exagérément. La pigmentation de sa peau avait changé avant sa mort. Le juge avait vomi du sang quand il était rentré de son bureau. La famille réclame donc une contre-expertise dans un laboratoire à l'étranger. Le ministre de la Justice, quant à lui, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour meurtre afin d'élucider les circonstances de la mort du magistrat. Le président de l'Union africaine et de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a prononcé un discours lors de sommet virtuel extraordinaire entre la Chine et l'Afrique. Le dit sommet vise à encourager une plus grande solidarité pendant la pandémie de coronavirus. On le suit. Actuellement, l'Afrique compte plus de 250 000 infections confirmées et plus de 6 700 décès. Bien que le nombre d'infections en Afrique soit actuellement plus faible que dans le reste du monde, on s'attend à ce que le pire soit encore à venir. Nous avons un besoin urgent de fournitures médicales, d'équipements de tests ainsi que d'installations pour isoler et mettre en quarantaine les personnes. Laboratoires, équipements de protection individuelle et équipements tels que ventilateurs, thermomètres et autres. Nous demandons instamment à la Chine de soutenir et de contribuer à cet appel ou de proposer d'autres options qui peuvent être envisagées d'urgence pour aider à soutenir le secteur privé sur notre continent.
On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. À Libreville, certains bistrots continuent. Merci de nous renouveler votre confiance sur cette revue Afrique. Le sursaut revient sur l'affaire. Guillaume Soro, État ivoirien, publie ce que contient le mandat d'arrêt international et des révélations sur l'atterrissage manqué de son vol. Le nouveau courrier croit que Soro vient de remporter une autre bataille face à Ouattara dans la guerre au sommet de l'État. Nous apprenons toujours avec ce journal que Gbagbo va parler ce 22 juin à La Haye. En attendant cet ultime rendez-vous avec la justice internationale et son retour au pays, le quotidien d'Abidjan livre un premier message que Gbagbo a envoyé au régime Ouattara. Dit-il, la généralisation de la violence électorale met en péril notre pays. Le nouveau réveil à propos de la révision de la liste électorale note que le RHDP multiplie les obstacles. Des agents mal formés aux tablettes défaillantes en passant par l'intimidation, tout porte à croire que délibérément, quelqu'un veut freiner le processus. Le canard déchaîné au Mali avec les multiplications des concertations se demande si l'on tend vers une sortie de crise. Déjà, ce sera d'ailleurs bon pour le moral. Ousmane Haïdara, à la une du journal Le Guido, pense que la démission d'Ibeka ne sera pas une bonne option. Le pays note des mesures phares du président Ibeka pour une sortie rapide de crise. En attendant cette sortie de crise, la mutation nous informe qu'une quarantaine de soldats sont portés disparus après une embuscade près de Diabali. Défis actuels au Cameroun nous informe que les PTS jeunes bénéficient d'une subvention de 6 milliards de francs CFA. Le jour rapporte que 200 milliards sont débloqués côté électricité pour interconnecter le Cameroun et le Tchad. Cameroun Tribune nous informe pour sa part que dans le cadre de la lutte contre Covid-19, le Maroc et la Chine apportent un précieux soutien au pays. Tout ceci justifie la manchette de l'économie quotidienne. Le journal voit de pistes de relance de l'économie post-Covid au Cameroun. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.